Alors oui, je suis chargé de mission digitale dans un grand groupe de l'énergie. Alors il n'y en a pas beaucoup en France, hein. Et par contre, je ne vais pas le citer parce que mes propos ne reflètent pas forcément ce qu'on fait, nous, dans notre entreprise. Peut-être qu'on le souhaiterait, mais qu'on n'y arrive pas forcément, tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas la puissance digitale de Google. On n'est pas non plus, on n'est pas dans un métier où on est capable de diriger le devenir des gens. Alors, bon, j'ai commencé évidemment dans ce métier en étant data scientist, en ayant pas mal de certifications technologiques. Et ce métier comporte évidemment une grande part de technologie à l'origine. Bon, nous avons des équipes pour ça. Mais la question actuelle, la vraie question, c'est à quoi ça sert en fait, tous ces outils. Et c'est pour ça que mon métier a un petit peu changé, parce que je me suis posé cette question-là, et bon, ça n'a pas toujours forcément été du goût de tout le monde, mais je me suis posé cette question, à quoi ça sert, à qui ça sert, vers où nous allons. Parce qu'en fait, nous faisons de très très beaux outils, mais le sens même de l'outil, je ne sais pas si on n'a pas un petit peu oublié ces choses-là. Alors, je vous ai écrit, pour vous, hein, Un monde meilleur, donc ce livre qui est juste à côté, qui est une vulgarisation du sujet, qui permet de comprendre, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, de quoi on parle, tout simplement parce que ces sujets-là méritent d'être compris aisément, sans forcément rentrer dans le détail de la technologie, pour soulever les vrais problèmes. Où vont nos données, pourquoi, comment, enfin, toutes sortes de questions qui ne peuvent être approfondies que si on maîtrise le sujet. Alors, dans la littérature en général, je vais mettre à critiquer mes collègues, et ça fait toujours plaisir. Et dans la littérature en général, on a ou bien des gens qui savent bien écrire et qui n'y connaissent rien, ou des gens qui connaissent parfaitement le sujet, mais qui sont indécryptables. Donc, je pense que le truc, c'est d'essayer d'être un petit peu entre les deux, une espèce de mélange entre les belles lettres et l'ignorance. Enfin bon, je rigole, mais il faut peut-être essayer de faire un effort de vulgarisation pour pouvoir aborder les problèmes. Alors, dans ce livre, et puis ce soir, je vais vous parler d'automatisation. Alors, c'est un terme que j'utilise beaucoup, qui recouvre donc l'intelligence artificielle, hein, qui est déjà là, qu'on voit chez nous dans nos salons si on veut bien, dans nos téléphones, de toute façon on est obligé, donc de toute façon, voilà, et la blockchain notamment, je crois qu'on vous en a parlé il y a peu de temps, et où on va vous en parler avec Laurent Leloup, voilà, que je connais bien, et le troisième aspect, c'est la robotisation, qui va faire une percée étonnante. Donc tous ces trois domaines-là sont des domaines de l'automatisme parce qu'ils sont, on explique dans la littérature, enfin dans les journaux, qu'ils vont chasser l'humain d'une partie des emplois qui sont actuellement occupés. Alors c'est une menace qui est toujours expliquée dans les journaux, mais qui est finalement assez infondée. Voilà, bon, il va falloir que je vous explique ça un peu plus en détail. Donc ces automatismes s'opposent à l'homme parce qu'ils prennent une partie des métiers de l'homme qui sont automatisables. Tout ce qui est répétitif, tout ce qui est force physique, finalement, qui est finalement très embarrassante pour nous. En fait, ce sont des métiers qui ne nous intéressent pas, sur lesquels on n'a pas de valeur. Pour quelque part nous chasser vers d'autres métiers qui sont, à mon sens, plus humains. On verra ça tout à l'heure. Quoi vous dire, j'ai vu arriver l'informatique quand j'étais très jeune. Dans mes premiers métiers, j'ai bossé dans l'imprimerie. J'adorais l'imprimerie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé dans des imprimeries. Ça sent bon l'encre et l'huile. C'est des grosses machines qui tapent sur le papier, qui tapent sur le sol. Hein.
Et on avait des caractères en plomb, on liait tout ça avec une petite ficelle. Et on vérifiait à la main les fautes d'orthographe. On faisait attention qu'il n'y ait pas une tâche. C'était un métier physique, mais physique et littéraire à la fois. C'est assez curieux, sur les deux domaines. C'était un métier riche et un métier fort. Et puis un beau jour, les camions sont arrivés avec des belles machines, des ordinateurs tout blancs. C'était un petit peu Cosmos 1999. On avait des machines blanches qui arrivaient et qui nous promettaient, en tout cas dans les brochures, d'aller sur la Lune, de partir dans l'espace, de faire des calculs pas possibles. Les mêmes pubs étaient à l'époque sur les calculatrices, je ne sais pas si vous vous souvenez, les calculatrices HP, qui étaient d'ailleurs fort belles et très chères. Et on nous promettait des choses incroyables. On partait dans l'espace avec. Et ces machines, eh bien, ont tué l'imprimerie en quelques années. On ne s'est pas rendu compte tout de suite. Pourtant, c'était écrit partout que l'informatique allait bouleverser l'imprimerie et les métiers du livre. Mais on ne s'en est pas rendu compte, mais c'est arrivé sous nos yeux et le métier s'est dérobé et parti. Alors moi j'ai survécu parce que je me suis intéressé aux monstres qui allaient nous manger et j'ai commencé à regarder comment ça marchait, les disquettes et tout ça. Bon. Mais les autres, tous ceux qui ont eu un parcours, disons, normal, qui ont eu confiance en leur métier, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, honnêtement. Alors ça, c'est le mauvais côté du principe de Schumpeter. Je ne sais pas si vous connaissez Joseph Schumpeter, c'est un économiste autrichien, parfaitement inconnu de la plupart des gens, parce qu'il est contemporain de Keynes. Donc évidemment, il a été éclipsé par Keynes. Et en plus, malheur pour lui, il a publié son plus bel ouvrage en 1939, à une époque où on avait quand même autre chose à faire que lire ses thèses. Lui, donc, il explique assez brillamment que quand une innovation arrive dans le monde économique, cette innovation bouleverse l'équilibre de ce monde économique, qui doit donc se réinventer un nouvel équilibre en prenant en compte cette innovation, et cela fait que l'ancien monde se désagrège. Enfin, tout ce qui était métier obsolète disparaît. C'est aller d'un équilibre à un autre, suite à la mise sur le marché d'une innovation. Donc pour lui, l'entrepreneur est une sorte de héros de ce genre de mutation. Il n'empêche qu'on est bien dans cette histoire de Joseph Schumpeter, l'informatique, mais plus globalement la machine à vapeur, toutes les révolutions de l'énergie ont changé le monde et ont transformé notre monde du travail en autre chose. On est allé vers quelque chose, disons, vers du progrès, au moins du progrès matériel. Peut-être du progrès humain, mais ce n'est pas forcément directement lié. On peut faire en sorte que le progrès matériel mène au progrès humain, mais c'est pas... voilà. Le lien n'est pas forcément très très clair. Donc l'une de ces révolutions, c'est l'arrivée de l'informatique, par exemple, dans l'imprimerie, qui a complètement changé le métier. Le métier de l'écriture, le métier de l'information. Alors... on voit avec nos enfants, ils nous enseignent que finalement tout est sur Wikipédia. Pour faire les devoirs, c'est très simple, on ne lit plus rien, c'est réglé. On ne possède plus la culture, on peut y accéder. C'est c'est un nouvel état d'esprit, c'est la nouvelle génération, c'est aussi la génération qui va nous remplacer. Donc de toute façon, ils auront raison. De toute façon, le fait de ne pas posséder la connaissance, c'est ce qui va arriver. C'est la norme de demain. Bon, on n'est pas là-dedans, vous et moi, mais il faut comprendre que c'est un autre univers, une autre façon de penser. Donc, on s'expose à toutes sortes de choses, réécriture de l'histoire, simplification, fake news, toutes sortes d'impacts sur les élections. Et on s'aperçoit finalement que les nouvelles, tout ce qui est immédiat, toute l'information qui arrive, est plus utilisée pour son impact que pour son sens actuellement.
C'est quand même un glissement intéressant. Quand on voit, par exemple, le début de l'écriture en Mésopotamie, un gars, un jour, a décidé de mettre son savoir sur une plaque d'argile pour qu'un autre sache exactement de quoi il parlait. C'est quand même assez exceptionnel. Gutenberg, après, duplique et diffuse la Bible, notamment. Et le Nouveau Monde actuel dématérialise tout ça et transforme nos archives papier en des signaux électriques. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que finalement, nos données ne sont pas si dématérialisées que ça. Mais elles sont infiniment plus disponibles maintenant qu'elles l'étaient autrefois. Nous avons des milliers de fois plus en volume de données que la bibliothèque d'Alexandrie. Et nous n'en faisons rien, en fait, ou pas grand-chose. Bon. Ceci dit, ces données sont stockées quelque part, il faut bien les mettre quelque part, dans des data centers, quelque part de l'autre côté du monde, on ne sait pas où exactement, sont dupliquées plusieurs fois, et sont stockées dans ces usines toutes nos photos de vacances, nos mails, les journaux, toutes sortes de choses incroyables. Et stocker tout ça, ça nous coûte 9% de l'énergie électrique mondiale pour maintenir ces serveurs à température de fonctionnement. C'est-à-dire que si on interrompt, on perd tout. C'est peut-être ce qui va arriver un jour, mais bon, une erreur, bon, un bug informatique, et voilà, on perdrait tout. En tout cas, 9%, quand on parle de l'écologie, c'est lié, finalement, c'est lié. L'informatique est liée à ça. Donc, quand on écrit des mails, quand ils sont dupliqués, quand on a des pièces jointes, il y a un impact. C'est absolument pas neutre du tout. On a pensé longtemps que tout allait bien se passer. On avait la loi de Moore qui nous aidait. On se disait chaque année, on va doubler nos capacités, tout va bien. Les prix vont être divisés par deux chaque année. On va pouvoir arriver à gérer les données, à part que maintenant, nous avons une explosion des données. Et il y a encore quelques années, on se posait la question, mais comment trouver le sens dans tout ça, dans cet océan de données sans forcément un sens bien clair. Est née à cette époque des méthodes de lecture de type Big Data, mais aussi indexation de type web, ce qu'utilise Google en indexant tous les sites. Et quand on fait nos recherches, nous, on interroge l'index de Google, donc on va évidemment beaucoup plus vite. Ces méthodes-là nous permettent de remonter le sens, ce fameux sens des données qu'on pouvait avoir perdu à l'époque. Mais il n'empêche que nous sommes noyés sous un flot de données actuellement. Et pas seulement des données humaines, ce sont aussi des données créées par des machines, par des usines, par des véhicules, par des pacemakers, par des montres connectées. Et actuellement, on s'aperçoit que la part de données industrielles augmente énormément. Parce qu'on confie beaucoup ces processus à des machines qui les analysent et qui trouvent les failles, qui proposent des solutions automatiquement. Alors on va donc arriver à nos histoires d'intelligence artificielle dans l'entreprise, effectivement. Parce que la mutation des entreprises, elle a été aussi une conséquence du fait que le client est numérisé. Nous sommes appelés à de l'immédiateté. Nous voulons un service tout de suite. Nous ne voulons pas attendre. On n'a plus d'ailleurs le temps de faire la queue dans les magasins. Et c'est beaucoup plus pratique de prendre notre smartphone et de faire ça à distance. Et cette immédiateté demandée par le client fait que les industries sont aussi obligées de suivre. Aussi obligées de proposer des services dématérialisés, rapides. Voilà. C'est un sujet. Le fait que nous acceptions, par exemple, d'avoir un téléphone, un Toussaint qui nous suit, qui nous traque, qui nous écoute, c'est contrebalancé par le fait qu'il nous offre un confort. Et il y a fort à parier que dans les années à venir, ce soit exactement la même chose.
Les intelligences artificielles qui vont gérer notre quotidien vont vraiment tout gérer, mais nous allons accepter ça en contrepartie du confort qui nous sera offert. Bon, je parlais de la mutation des entreprises. Oui, donc les entreprises doivent être digitales maintenant. Vous avez remarqué, hein, si on n'est pas digital au niveau de la bourse, ça va pas bien. Il faut que les actionnaires soient contents et qu'on aille vers l'avenir. Donc, transformation des entreprises. Alors, on utilise plein de nouvelles applis, on utilise l'intelligence artificielle, notamment pour le marketing, la vente, toutes les relations clients. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi une mutation qu'on affiche à l'extérieur pour dire que on est jeune, qu'on a bougé, qu'on fait partie de l'avenir. Et c'est aussi une communication en interne pour montrer aussi aux salariés qu'on avance. Et que quelque part, on serait peut-être des Google qui s'ignorent. Bon. D'où une transformation de l'organisation, de toutes les organisations d'entreprise actuellement. La pyramide est mal vue maintenant. Les silos, c'est pas bon. Et on essaye tous d'avoir une organisation horizontale et nous débarrasser de toute la strate managériale intermédiaire. Bon, alors on n'est pas tous nés comme chez moi, hein, on n'est pas tous nés en 1980 avec une organisation nativement horizontale. Donc c'est quand même des missions impossibles. Les managers intermédiaires, on ne peut pas non plus s'en débarrasser comme ça. D'accord, on incite les anciens, dont je fais partie, hein, je sais d'où je parle, à aller voir ailleurs si c'est pas mieux. Et on fait venir aussi des jeunes qui savent pas trop ce qu'on vend, mais bon, voilà. Et en plus, le plus grave, à mon sens, c'est qu'on ne fait pas communiquer les deux. Parce que les jeunes qui arrivent ont besoin du sens que les anciens avaient, mais c'est dommage, ils sont partis. Et pareillement, les plus anciens qui avaient le sens auraient bien eu besoin des vecteurs que possèdent les jeunes pour communiquer sur les... Bon, c'est mal fait. C'est mal fait. Et on voit aussi en entreprise de nouvelles organisations du travail, dites libérées, agiles, avec des équipes éphémères, sur des micro-tâches, avec le fin du fin, l'holacratie, qui est quand même assez impressionnante, avec plein de post-it partout, avec des équipes qui sont sur des tâches éphémères, effectivement, avec des petites réunions très très courtes, où on ne doit parler que du travail. Il y a une charte, on doit se fier à une charte, il y a un gardien de la charte. Et puis finalement, comme on n'a pas pu se débarrasser de nos managers intermédiaires, ce sont les anciens chefs de projet qu'on remet là pour devenir les leaders de ces équipes, et finalement ils gardent toujours cette emprise sur l'équipe qu'ils avaient avant, et les choses ne changent pas tant que ça. Et on se retrouve face à des problèmes différents. Alors d'accord, oui, évidemment, les problèmes d'équipe se sont retrouvés, mais on a aussi, au niveau de la fragmentation des tâches, une difficulté supplémentaire pour noter les gens, parce qu'on ne sait plus du tout ce qu'ils font. Après, les gens sont auto-objectivés sur leur propre travail, donc des gens ils sont contents parce qu'ils font rien, d'accord. Mais il y en a d'autres, ils passent, enfin c'est le burn-out, quoi. Ils y passent leur vie. Et ça, il n'y a pas de moyen de maîtriser les choses. Après, l'interprétation de la charte est suffisamment compliquée pour que ce soit quelqu'un qui s'y connaît, certifié, qui ait son interprétation, mais bon, que personne ne va aller vérifier ou aura le temps de vérifier. Donc tout ça milite pour une nouvelle révolution qui ne va pas tarder, c'est-à-dire le management, mais par des machines, par des automatismes. Donc les Américains y réfléchissent beaucoup. Les Chinois aussi, c'est pas du tout la même mentalité. Les Chinois ont quand même beaucoup d'avance. Et je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien. Est-ce qu'on doit choisir les automatismes chinois ou la supervision américaine? Je ne sais pas trop. Nous, pays des droits de l'homme, bon, on a quand même des valeurs. Mais
Bon, voilà, moi je préférerais militer pour le choix des activités, le droit à l'erreur, enfin, des choses assez simples, le droit à l'arbitrage. Bon, l'esprit un peu californien de l'origine d'Internet, finalement, hein, qui est un peu resté, finalement. On a le droit de tomber, mais il faut se relever. Hein. En Chine, je ne sais pas si on a le droit de tomber. En tout cas, je ne vais pas critiquer, parce que je suis enregistré. Et il y a peut-être des Chinois qui sont. La caméra est peut-être chinoise. Je vais peut-être avoir des ennuis en rentrant chez moi. C'est peut-être d'ailleurs plus de chez moi. Je sais pas. On va voir. Un peu inquiétant quand même tout ça. Et je ne sais pas si vous connaissez les projets chinois, le projet au bord notamment, les 800 milliards de dollars pour refaire la route de la soie. Donc conquérir l'Europe, l'Afrique, c'est des sommes absolument considérables. On rachète des ports, des villes, pas loin de pays d'ailleurs, pour pouvoir arriver à faire transiter leurs marchandises beaucoup plus vite. C'est actuellement en cours. Le même genre de projet est effectué, donc toujours en Chine, pour tout ce qui est technologique, tout ce qui est espace. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Les Américains reconnaissent, pas tous les jours, mais ils reconnaissent de temps en temps dans certains rapports qu'on peut quand même arriver à se procurer, que la Chine a 4 ans d'avance. Notamment dans le quantique, qui est une porte ouverte à une grosse révolution informatique, notamment c'est pas une accélération du calcul, c'est une révolution de la vitesse de calcul, qui pose notamment un problème grave de cryptage, parce que tous nos cryptages à nous, américains ou européens, deviennent totalement obsolètes avec cette technologie, qui peut décoder n'importe quoi en un claquement de doigts. Bon, bref, le quantique, c'est pas bon pour nous. Mais effectivement, dans la gestion du travail, on va voir arriver mais pas uniquement dans ça, dans tous les domaines, on va voir arriver des logiciels quasiment gratuits par rapport à l'offre américaine qui, elle, est en général plus chère. Donc je ne sais pas ce qu'on va choisir, mais honnêtement, les Chinois sont bien partis pour nous imposer des modèles. Alors, je ne sais pas non plus si vous avez lu, il y a un mois, peut-être moins d'un mois, Le Monde a publié des articles intéressants sur la citoyenneté à point en Chine. Il y a des tests logiciels qui sont faits pour essayer d'évaluer si la personne est citoyenne ou pas, donc la noter. Donc si on traverse et que ce n'est pas à nous, on perd des points. Et après, on ne peut plus voyager. Voilà. Et on peut en récupérer en donnant son sang. Enfin bon, je suis sûr qu'il y a plein de méthodes pour arriver à traverser au rouge, mais bon, surtout quand on dirige le parti. Mais bon, en tout cas, ces logiciels vont être mis au point. Enfin, le projet doit être au point pour 2020, ce qui est quand même, c'est quand même l'année prochaine. Bon. Son déploiement, je ne sais pas pour quand, hein, mais j'imagine que ça va intéresser pas mal d'États qui plus ou moins versés dans le sécuritaire, peut-être même d'ailleurs le nôtre. Enfin, moi, je ne devrais pas le dire parce que je suis toujours enregistré. Hein. Mais bon, en tout cas, on va vers des choix qui ne sont pas ceux de nos valeurs, en fait. Et on ne travaille pas beaucoup pour ça non plus. Nous, nation des droits de l'homme, je ne sais pas si on valorise, si on va vers le choix des activités, vers le droit à l'erreur et tout ça. Est-ce que vraiment ça, on impose ça aux éditeurs chinois, qui d'ailleurs sont prêts à l'entendre, parce que tout simplement, ils ont envie aussi d'envahir le reste du monde et d'avoir une solution homogène et universelle. Donc, globalement, alors bon, le prochain livre, j'en ai qu'un seul parce que l'autre, il n'est pas paru, il paraît en septembre. Je vais un petit peu insister sur la question parce qu'on est effectivement dans une bagarre sur 2 blocs qui s'affrontent sur des philosophies différentes de l'organisation du monde. Bon, ils ont tous tous les deux leur intérêt. Hein. Je veux bien croire que les Chinois, après, avec ce genre de raffinement, il n'y a plus de criminalité. Hein. C'est un peu l'objectif aussi. Hein. C'est d'éradiquer la criminalité.
pourquoi nous, on n'est pas capable d'y arriver. Hein. Même si on est prédictif sur les crimes, on est presque prédictif sur les crimes, au moins on arrive à localiser les zones où vont se passer des choses, on n'est pas aussi efficace qu'eux. Donc, ce sont deux blocs, effectivement, qui se battent avec des conceptions différentes. Et le champ de bataille actuel, c'est pas nous. Hein. D'ailleurs, on est complètement largué sur le sujet, on n'est pas au courant. Hein. La presse parle pas de ça, ou très très peu. Ou alors, quand on en parle, c'est tellement peu intéressant que je sais pas, personne n'est au courant. Par contre, ça a lieu en Afrique, parce que pour l'Afrique, c'est beaucoup plus simple, en tout cas pour ces nouveaux réseaux, puisqu'il n'y a pas de réseau filaire comme chez nous, il n'y a pas de câble à poser, tout est en mobile. Ça tombe bien, les Chinois, tout est en mobile aussi. Les paiements en mobile, avec un sourire, un hochement de tête, toutes les applis Alipay et tout ça rassemblent des millions de gens. On n'a pas besoin d'être bancarisé pour payer, acheter une voiture. C'est assez étonnant. Bon, ils ont une puissance là-dessus qui est très adaptée à la Chine. Alors, j'avais écrit un article avec Elisabeth Moreno, qui était à l'époque PDG de Lenovo France. Et donc, elle avait la vision chinoise des choses. Et bon, elle est partie chez HP. HP, donc, il a la vision américaine des choses, donc elle a une vision très riche actuellement. Elle s'occupe notamment de l'Afrique. Et effectivement, ce continent est actuellement en bataille. Quel standard va émerger pour demain? Parce que l'Afrique aussi est un pays jeune et c'est une force de travail potentielle. La moyenne d'âge est très très basse. Donc investir en Afrique comme ils le font actuellement, les deux, hein, américains et chinois, c'est un très très bon calcul pour l'avenir. Bon. Alors, sans aller jusqu'en Afrique, parce que c'est peut-être pas le... J'étais pas sorti ce soir pour ça. Ma PDGR m'a dit OK. Donc, je vous donne quand même des indices, hein, parce que j'ai une PDGR. Je donne des indices. M'a dit OK, on va faire une prospective sur 2050. Alors, bon. On fait une prospective sur 2050. Pourquoi 2050 ? Parce que dans le calendrier des choses qui vont nous tomber sur la figure, on a en premier lieu l'intelligence artificielle qui est déjà là, hein, on est déjà écouté, hein, la blockchain qui va bousculer plein de métiers, on vous en a peut-être déjà parlé, les assurances budgètent déjà 1 milliard le remplacement d'activités, les transitions de personnel. Et la robotisation qui est prévue, en tout cas au moins sa démocratisation, c'est-à-dire que les pièces seront disponibles pour tous, hein, en 2035. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec Laurent Alexandre qui dit une chose très très juste et qui est recoupée. Alors, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est avec forcément sa vision. Je préfère avoir, même si c'est beaucoup moins vendeur, avoir une vision positive des choses. Même si tout ce que j'ai raconté, je comprends bien que c'est pas très très positif, mais c'est pas mort, quoi. Je veux dire, on va pas se faire manger par les robots demain. Ils ont besoin de nous. L'intelligence artificielle est faite aussi de l'étude de nos comportements. Donc l'intelligence artificielle de demain, c'est nous. Hein. Si on n'est plus là, ça n'existe plus. Et tous les capteurs qui vont être disséminés partout, ils ne peuvent pas être entretenus par des machines qui vont aller dans les tuyaux, dans les fossés, récupérer tout. Non, c'est pour nous. C'est beaucoup de travail pour nous, d'ailleurs. Ce sont des métiers qui vont beaucoup nous occuper. Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle, on en a vu AlphaGo et tout ça, le fait qu'elle soit capable de nous contrer, qu'elle soit capable de deviner nos coups, parce que quand on voit cette machine capable de nous battre au Go, il faut savoir que sur ce plateau de jeu, il y a plus de combinaisons d'atomes dans l'univers. Donc c'est pas une machine qui maîtrise toutes les capacités comme autrefois faisaient nos ordinateurs pour gagner aux échecs. C'est pas une maîtrise des combinaisons, c'est une maîtrise du comportement en face.
des gens en face, une maîtrise de l'encerclement de l'humain. C'est quand même assez intéressant. Les règles du jeu de Go sont les mêmes que les règles de la sociodynamique, ou quasiment, qui régissent les fonctionnements des grands organismes. Donc on n'est pas loin de dire que la machine est assez capable d'avoir des décisions stratégiques valables. En tout cas, très rapides. Beaucoup plus rapides que nos conseils d'administration. Enfin bon, il faut avoir vu. Hein. Et bon, mais qu'est-ce que je voulais dire de positif? Moi, je ne sais plus. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter les technologies. Parce que pour l'instant, on a tendance déjà à penser que tout est mort. Et on a tendance à dire que c'est pas la peine d'avancer. De laisser surtout d'autres le faire à notre place, ce qui est vraiment laisser passer notre chance d'avoir un équilibre humain-machine. Parce que ce qui va être créé si nous ne nous occupons pas de ça, c'est un monde que nous n'apprécierons pas. Il sera très certainement chinois au niveau des automatismes, à moins que les États-Unis se réveillent. Mais bon, voilà, il faut évidemment réhabiliter ces technologies, s'y intéresser, se former à ça, pour pouvoir mettre au point des alternatives. Après, c'est pareil, les entreprises aussi doivent être réhabilitées. Globalement, on lit dans la presse que ce sont tous des voleurs, mais voilà, ils doivent être les dirigeants aussi, qui sont aussi particulièrement isolés dans ce genre de décisions, qui n'ont pas d'ailleurs toutes les billes, qui peuvent avoir confiance en peu de monde. C'est aussi des gens réhabilités. Mais on a une tendance chez nous à critiquer et à être négatif vis-à-vis de tout ce qui pourrait éventuellement nous faire du bien. Alors malgré tout, je vais essayer quand même d'être positif et militer pour le retour de l'humain, parce que j'en suis absolument convaincu qu'on ne peut pas continuer comme ça à aller vers des banques qui sont de plus en plus automatisées avec notre téléphone et puis avoir plus personne. Il va y avoir un jour quelqu'un qui va nous réinventer le monde d'hier et qui va nous dire c'est absolument génial qu'il y ait un vendeur qui nous accueille et qui ne fasse pas de l'Excel en grognant, parce qu'il y aura des machines pour le faire, hein, mais des gens dédiés à la clientèle. On va nous réinventer le monde de demain. Et ça nous pend au bout du nez. Pareillement, nos métiers, hein, chassés de tout ce qui est automatisable, c'est-à-dire la force physique, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est calcul, analyse, tout ça, va nous pousser vers ce qu'on voit déjà, d'ailleurs, dans certaines entreprises. Je bosse beaucoup avec Sanofi aussi, alors je peux le citer, c'est pas moi. Donc, ils ont des entreprises entièrement automatisées, ils ont des process entièrement automatisés, et les gens ne sont pas virés pour autant. Ils travaillent, ils réfléchissent à une strate supérieure. Ils analysent le travail des machines, alors qu'avant, ils étaient complètement ils étaient pris par une activité manuelle. Donc, en fait, l'arrivée des machines peut être comprise comme une bonne nouvelle, puisque ça nous permet de prendre du recul par rapport aux tâches bêtes et méchantes qu'on avait l'habitude d'exécuter. Enfin, clairement, on n'est pas fait pour Excel. Voilà, les objectifs, tout ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, on s'y plaît pas, et donc ce sera plus pour nous bientôt. Mais par contre, va rester pour nous un domaine, les domaines qui sont typiquement plus humains, donc le social, donc l'innovation, tout ce qui est l'accompagnement, tous ces domaines-là vont se redévelopper car poussés par l'automatisation. Je sais que vous allez m'arguer qu'il n'y aura pas assez de travail pour tout ça. Mais je pense sincèrement que la distribution du travail, c'est aussi l'outil de demain. Même si on travaille peu, il faut absolument travailler. Il faut absolument être inséré. Et il y a comment dire, il y a plusieurs façons de voir les choses. Je vais essayer de faire encore une digression.
Dans l'avenir, on a trois types de populations, en fait. Dans cette période 2050 qui m'intéresse beaucoup, puisque à partir de 2040, tous les automatismes vont être établis. Donc en 2050, c'est joué, c'est plié. Nous, on a une place, quelle que soit cette place-là. Voilà. L'étude porte donc sur 2050. On aura donc deux types de populations. Les populations techniques, on parlait des capteurs et tout ça, effectivement, il y aura beaucoup de travail. Au niveau de la sécurité de l'information aussi, ça c'est encore des choses qui ne sont pas perdues. Au niveau de la conception, par contre, ça va être de plus en plus fermé. Et là, on va avoir besoin de gens particulièrement bien formés, de plus en plus rares. Ou bien payés, mais rares. Après, une deuxième tranche, ce sont les métiers comme les nôtres, mais cette fois-ci accompagnés par les machines, aidés par les machines avec, comment dire, c'est l'humain augmenté. L'humain augmenté avec une aide par l'intelligence artificielle, des conseils, mais aussi dans le cadre de la division du travail, enfin de la réattribution du travail, on a aussi une diminution des temps de latence pour chercher des contrats. C'est-à-dire que ce qui est gênant actuellement, quand on voit beaucoup de freelance, de gens qui refusent le salariat, c'est pour fonder leur activité, mais entre deux contrats, il faut les chercher, les contrats. Et la mise en réseau de tout ça, c'est pour très bientôt. Et là, pour le coup, on risque quand même d'avoir un terreau pour du travail. Donc, quelque part, cette deuxième population ressemblera beaucoup au métier d'aujourd'hui, mais augmenté. Voilà. La troisième partie de la population, c'est celle qui ne peut pas ou qui ne veut pas. C'est celle qui ne peut pas faire de l'informatique, enfin, qui peut pas. D'où l'intérêt, évidemment, d'abandonner nos claviers, nos écrans et d'avoir des solutions beaucoup plus séduisantes. Il faut pouvoir parler à la machine, il faut pouvoir. Voilà. Il faut que la machine fasse un effort. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas, si, et bon, il y en aura toujours. Et tout l'enjeu de la société de demain, c'est que cette troisième population ne soit pas suffisamment forte pour devenir une population de révolutionnaires et tout casser. Donc on a tous intérêt, et même si les machines dirigent un jour le monde, elles auront intérêt à fournir du travail à tout le monde. Même un petit peu, mais à fournir du travail à tout le monde, intégrer tout le monde. C'est absolument essentiel. Pareillement, ce monde peut être vu de quatre façons quand on fait une prospective. Du point de vue des plus jeunes, la question, ça va être quelle étude je commence pour ne pas avoir la surprise qu'en fin d'étude, finalement, ça ne recrute plus, c'est fini. Pilote d'avion, mais ça y est, fini, c'est des drones. Des choses comme ça, mauvaise surprise. Donc, pour le plus jeune, c'est un enjeu, effectivement, de connaître avec précision ces métiers. Pour les plus anciens dont je fais partie, c'est qu'est-ce qu'on va encore nous trouver, à quoi on va devoir encore s'adapter, méthodes de travail et tout ça, pour pouvoir survivre jusqu'à la retraite, s'il y en a encore. Là aussi, c'est pas simple. Il y a aussi le point de vue de l'entreprise. Alors, les petites entreprises, c'est simple, elles vont aller puiser dans un gisement de compétences et trouver les idées et puis si jamais ça ne marche pas, tant pis, on se débarrasse, on ferme. Et les plus grosses, qui, à mon sens, m'intéressent beaucoup plus, c'est d'ailleurs pour ça que je suis dans une grosse, c'est qu'il y a un devoir d'embaucher des gens et de les garder. Même si on ne fait pas très exactement ça, on a quand même le devoir de les porter vers l'avenir. On a les moyens d'expérimenter des choses. On est les seuls même d'ailleurs, on ne peut pas demander ça au service public, on est les seuls à pouvoir expérimenter des nouveaux modes de travail. On est les seuls à pouvoir expérimenter de nouvelles machines qui pourraient régenter notre univers. Et on est aussi les seuls à avoir les reins suffisamment solides pour avoir une vision à long terme. Vision à long terme qui est absolument essentielle pour comprendre demain et s'adapter. Parce que si on veut être là demain, il faut avoir compris ce que c'est que demain. Il faut ressembler à demain. Ce qui n'est pas absolument évident. Je vous parlais des métiers de l'accompagnement et
et du social. Et peut-être que ça n'a pas échappé à tout le monde que les métiers de demain, c'est finalement des métiers beaucoup plus... enfin, ce que nous, on appellerait féminin aujourd'hui. C'est plus un monde de femmes, en fait. Le monde de la force est en train de régresser. Et donc, aller vers ce monde de partage et de confiance qu'on nous annonce depuis très très longtemps et qui n'arrive jamais, aller vers ça, ça implique d'avoir un point de vue qui soit plus mixte aussi. Et au niveau des équipes dirigeantes, actuellement, on n'est pas du tout au fait de tout ça. Et il suffit souvent d'avoir un avis féminin pour changer les choses. Alors moi, je ne veux pas faire de la pub pour chez moi, mais voilà. Mais d'une manière générale, en fait, finalement, il s'agit du care, qui est une notion féministe de Carol Gilligan, qui est très connue outre-Atlantique, mais ici, ça ne transpire pas du tout. Enfin, moi, je transpire, mais ça n'a pas transpiré ici. Et cette notion du care ne peut finalement être comprise que par un leadership qui est un peu féminin. Bon, pareillement, quand on a compris ce genre d'idée, que demain, si on veut un monde de partage et de confiance, on n'est plus dans l'esprit de conquête d'autrefois, ou plus autant. C'est pas non plus, faut pas revenir complètement, faut pas tout changer. Hein. On garde quand même un esprit de conquête, mais on n'est plus en guerre globalement si on change d'air. Eh bien, il faut aussi pouvoir diffuser cette idée à l'ensemble des troupes pour pouvoir engager tout le monde. Et on se heurte finalement à des populations, notamment en technologie, qui ne sont pas prêtes de comprendre quoi que ce soit sur l'intérêt des plus féminins demain, quoi. Parce que tout simplement, on n'a pas du tout de femmes en technologie. D'ailleurs, c'est un des travers de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir reproduire des biais gendrés. Bon, je ne vais pas vous embêter là-dessus, c'est peut-être pas le sujet, je ne me rappelle même plus d'ailleurs le sujet. Mais bon, on se trouve face à un gros défi qui est effectivement d'intégrer plus de femmes dans la dirigeance, dans les équipes technologiques, et donc de s'y préparer dès l'école, de dire que c'est possible et que c'est souhaité. Et ce que n'utilisent pas les féministes actuelles, c'est l'argument de toute façon, demain ce sera ça. Et les premiers qui le feront auront gagné quand même du temps et de l'argent. C'est pour ça que je vois beaucoup de groupes sur ce sujet, et ils m'aiment beaucoup. Mais effectivement, c'est des arguments qui ne sont pas du tout utilisés. On fait souvent, quand on parle de la place de la femme dans la société, on fait souvent un constat, mais on ne propose pas d'explication à ça. Enfin, pas d'évidence en tout cas. Je ne sais pas si je suis clair, mais vous pourrez m'interroger, vous pourrez me tabasser après si vous voulez sur le sujet. Alors, je voulais dire aussi que là aussi, il va falloir militer pour la fin du culte de l'outil. Parce que ça aussi, c'est aussi un travers... je vais vraiment taper sur les hommes aujourd'hui. Mais bon, après tout, je suis bien placé. Et voilà, c'est aussi un travers typiquement masculin, le culte de l'outil, le beau jouet, l'arme, hein, mais le sens derrière de ce qu'on en fait est en général sacrifié. On aime bien nos belles voitures rutilantes, mais il faut sortir du moteur de temps en temps pour s'en servir et aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Ce n'est pas qu'un beau jouet, on a un sens à y trouver. Et le sens, on en parlait dès le début, hein, Gutenberg et tout ça, et la diffusion Internet et aussi tous ces réseaux sociaux. Le sens, c'est le lien.
c'est plus de liens entre les gens. C'est extrêmement simple. En fait, on tourne le dos à l'humain, alors que c'est un sens absolument essentiel. On est en train de jouer avec de la technologie, alors que nous sommes au centre de tout ça. Je ne sais pas si je suis clair, hein. Vous n'hésiterez pas. Hein. Vous n'hésiterez pas. Alors, autrement dit, c'est tout simple. En fait, quand on va travailler, même quand on va travailler dans la technologie, ce qu'on se dit, je vais essayer de ne pas rentrer trop tard parce que j'ai ma famille. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des cadeaux pour les enfants sous le sapin. Des choses toutes simples, en fait. Finalement, tout est lié à l'amour. Enfin, c'est juste le lien. Hein. Même le con dans l'entreprise ou ailleurs, qui vous barre le passage, qui prend vos écrits pour mettre son nom dessus et qui vous emmerde, quoi, qui vous empêche... voilà. Il fait ça pour l'amour de quelqu'un. Il fait ça parce qu'il va rentrer chez lui, il va dire, voilà, j'ai ça en plus. Et c'est peut-être ça le sens derrière tout ça, derrière ces outils qu'on oublie, c'est qu'on cherche juste l'amour d'autrui, on veut donner de l'amour à autrui, on veut en recevoir, on veut partager. L'amour envers soi-même, aimer et être aimé. Alors, pour engager les salariés, les emmener vers l'avenir, il va falloir pouvoir traduire tout ça. Alors, moi, je suis convaincu. Alors, j'écrivais des phrases, je suis en train de lire ça, donc c'est un petit peu abrupt. Hein. Mais j'en suis convaincu. Hein. Tout ce qui va vers l'amour est victorieux. Ça, c'est pas mal, ça. Vous pouvez réfléchir à ça. Enfin, franchement, j'en suis absolument convaincu. Hein. J'en suis absolument convaincu. À chaque fois qu'un projet a été porté dans ce sens, il y a quelque chose qui en sort. C'est peut-être pas toujours ce qu'on a voulu, hein, mais il y a quelque chose de bien qui en sort. Le reste, c'est complètement voué à l'oubli. Les projets divers et variés qui sont détricotés, refaits d'une autre façon, les équipes qui s'engueulent pour rien, tout ça disparaît, voué à l'oubli. Ça ne sert à rien. Tant qu'on ne travaille pas pour l'humain, ça ne sert à rien. Ça, c'est une grande leçon que j'aimerais vous dire ce soir. Alors, il m'est arrivé d'écrire plein de trucs, plein de bêtises partout. Et puis, j'ai été invité à l'Assemblée nationale à sortir aussi, à faire une allocution. Et heureusement, il y a des gens qui ont pris des notes. Donc, je vais vous sortir 2-3 paragraphes, si vous voulez bien. Ce que j'avais expliqué à l'époque, et qui avait été assez bien accueilli, quand même, c'était le 5 novembre dernier. Je disais, ce qui est fondamental, c'est l'humain. Tous nos systèmes, toutes nos sociétés ont été fondées sur le besoin de lien et s'orientent naturellement vers l'humain. Et toutes nos technologies ne sont que des outils pour créer ce lien, pour aimer et pour être aimé, pour soigner, nourrir, réchauffer, aimer. Tout ce qui nous éloigne de ce but est systématiquement voué au désintérêt et à l'échec. Le culte de l'outil pour l'outil n'est que pure perte de temps s'il ne permet pas de forger du sens. Évidemment, le progrès technologique n'est pas forcément synonyme de progrès humain. Mais les automatismes ne seront que ce que nous voudrons bien en faire. En temps de guerre, ils sont offensifs, mais les mêmes inventions serviront la collectivité en temps de paix. Nous voyons en médecine, dans la recherche, des intelligences artificielles œuvrer pour le bien commun. Et ces milieux seraient désormais incapables de renoncer à ces progrès qui sont déjà en fonction depuis longtemps, rappelons-le. Il ne sert à rien d'avoir peur des technologies qui sont déjà présentes et qui nous rendent déjà d'énormes services. Il est utopique de penser pouvoir freiner ces développements, mais par contre, nous avons le devoir de les superviser et d'orienter leur développement. Demain sera le retour de l'humain, aidé par les technologies, et pas l'inverse. Les automatismes sont des outils qui vont nous libérer d'une partie des tâches automatisables. En conséquence, nous allons devoir nous déployer vers des métiers plus humains à notre mesure, mais nous devrons aussi apprendre à mieux distribuer le travail, ce qui reste à mon sens le plus grand défi des années à venir. Mais de grâce, on ne bâtit rien sur la crainte.
Le monde évolue vers plus de partage et plus de confiance, même si les efforts de certains criminels du piratage tendent à nous le faire oublier. Personne n'arrête le progrès de l'humanité et nous allons résolument vers un monde plus ouvert, plus humain. Nous devons pour cela arrêter d'avoir peur du lendemain. Les automatismes feront partie de notre monde au même titre que les automobiles. Les métiers humains feront leur grand retour aidés par les automatismes et ceux qui auront compris avant les autres que servir l'humain est central auront gagné leur place dans la société du futur. La générosité reste la clé universelle pour construire cet avenir. Elle doit être notre guide. Je vais m'arrêter là. Et si vous avez des contributions, des projets, des questions, si vous voulez discuter, voilà, mon mail il est là, il est toujours là et je vous répondrai. Je suis assez serein sur toutes ces idées-là. C'est peut-être l'idée, la certitude d'avoir trouvé quelque chose de juste. C'est quand même assez rare dans ce métier. Je vous remercie.